Bon, salut à tout le monde. Moi, je suis Olivier Germain, je suis rédacteur en chef adjoint de la revue internationale PME. Vous êtes peut-être habitué à fréquenter les podcasts ou les webinaires de la revue. On invente aujourd'hui un nouveau format qui est dédié à parler des pratiques et des expériences de publication, notamment dans la revue. Puis en essayant de parler de ça de manière assez libre, des choses, des petits aléas qu'on a rencontrés, des plaisirs dont on a aussi fait l'expérience pendant tout ce parcours. Donc, pour ce faire, on va donner la parole à des personnes qui ont fait l'expérience de la revue, mais plutôt en début de carrière, pour en parler de manière assez ouverte et sous la forme d'un dialogue. Donc, il y aura plusieurs podcasts. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux professeurs ou maîtresses de conférences selon où on se situe sur Terre. Là. Donc, Geneviève Robert-Huot, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke, et Pauline Gibard, qui est maîtresse de conférence à l'IAE, l'Université de Lyon 3. Donc, merci à toutes les deux d'être là. Je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement au-delà de ces rattachements institutionnels. Merci de votre présence. Qui veut commencer? Geneviève? D'accord, Vas-y, j'y vais, Geneviève. oui. J'y Ouais. vais. Donc, Geneviève, merci Olivier pour ton invitation à parler de notre expérience d'abord. Puis donc, j'ai fait ma thèse là, à l'UQAM là, entre les années 2013-2023. Là. Puis pendant ces années de thèse, là, j'ai eu 2 expériences de publication à la Revue internationale PME. Maintenant, je suis depuis 2022 professeure à l'Université de Sherbrooke, principalement en gestion des ressources humaines. Je m'intéresse à la GRH en contexte de PME, donc PMiste un peu comme profil scientifique. Et toi, Pauline? Merci, Geneviève. Merci également pour cette invitation. Donc de mon côté, Pauline Gibard, donc j'ai soutenu ma thèse l'année dernière en sciences de gestion, donc à l'université Jean Moulin Lyon 3, et je travaille donc sur l'entrepreneuriat des femmes et plus particulièrement donc sur la façon dont les entrepreneurs financent leurs projets de création d'entreprise. Et j'ai mobilisé donc pendant ma thèse et actuellement des méthodologies qui sont qualitatives. Super, ben, merci à vous. Donc, on a les deux branches de la revue, hein, les PME et l'entrepreneuriat. Je vais commencer par une question assez générale. Hein. Quand vous regardez vos papiers entre la première version et puis celle publiée, vous retenez quoi des changements observés? Alors peut-être Geneviève pour commencer. Mhm. Oui, ben, j'ai publié 2 articles. Le premier, c'est une revue systématique de la littérature. Puis le deuxième, c'est un article de nature plus méthodologique, là, ou réflexion méthodologique. Et je vous dirais, en termes d'ajouts, euh, il y a eu notamment des ajouts de type ajouter des références, des auteurs qu'on avait omis. Je pense que ça permet de se rassurer d'une certaine façon sur le fait que même quand on dépose un article, des fois, on- notre compréhension de la littérature sur notre champ va être un petit peu limitée. Mais après, il y a eu beaucoup d'ajouts qui étaient de l'ordre de expliciter davantage la réflexion qu'il y avait derrière le fil conducteur dans l'article. Pour ce qui était de la revue systématique, il a été beaucoup question d'acheter des tableaux. Donc, avec les commentaires des évaluateurs, on a compris à quel point c'était peut-être des tableaux, des figures que le lecteur pourrait mieux comprendre notre propos, mieux comprendre les contributions de l'article aussi. Fait que je vous dirais, là, c'est un petit peu ça les apports là, qu'on pourrait comparer entre le papier dans sa version initiale puis dans sa version finale. De ton côté, Pauline? Alors moi, pour le coup, j'avais eu donc 2 expériences dans la LPME, 2 papiers empiriques pour ma part, donc qui ont été publiés dans un papier, dans un numéro spécial. On aura le temps d'en reparler. Clairement, bah, beaucoup d'apports. Je pense que j'ai vraiment eu 2 papiers qui étaient beaucoup plus percutants dans la version publiée par rapport à ce que j'avais pu envoyer au démarrage, avec vraiment cette volonté d'avoir une question, une réponse. Donc quelque chose où on va essayer peut-être de montrer moins de choses, mais de les montrer mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé dans mon parcours, donc qui était donc pour moi une thèse monographique. Et c'est vrai que c'est différent, c'est vraiment un exercice totalement différent de faire des papiers scientifiques. Et également, on va dire particulièrement challengeant dans la mesure où sur un des papiers, donc j'ai eu pas mal de retours d'évaluateurs, notamment qui m'ont vraiment challengé sur le cadrage théorique que j'avais, et j'ai pu changer ce cadre théorique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment demandé du temps de réflexion déjà avec moi-même, et aussi comment justifier ça auprès des évaluateurs. Et je pense que le papier tenait beaucoup mieux la route comme ça, il permettait vraiment de créer des contributions par rapport à mon sujet, mais aussi par rapport à la théorie en question que j'avais mobilisée, qui était celle des scripts familiaux et qui venait plus de la psychologie. Ok, donc
Donc des changements importants au fil du processus. Puis si je vous demandais d'identifier les apprentissages majeurs que vous avez fait au cours de vos, parce que c'était vos premières expériences de publication en revue, hein, dans la RIPME, donc peut-être Pauline là pour changer un peu l'ordre de conversation. Alors, ça va un petit peu avec ce que je viens de dire, hein, c'est l'écriture scientifique pour moi, par rapport à l'écriture qu'on peut avoir dans une monographie qui peut être très personnelle. On va vraiment parfois, ça dépend des sujets, mais dans du qualitatif, on va avoir du développement qui se retrouve moins dans des papiers. Ça, c'est quelque chose qui était complexe et qui était vraiment d'apprentissage. Et aussi la réponse aux évaluateurs. C'est pas seulement écrire un papier, c'est aussi justifier pourquoi ce papier fit dans cette revue et aussi argumenter, notamment quand on reçoit les tours de révision, les retour des évaluateurs. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, n'est pas nécessairement, en tout cas moi, dans mon expérience que j'ai eu test présent dans les formations, on nous apprend beaucoup à écrire scientifiquement, à faire des papiers, mais la réponse aux évaluateurs, moi, ça m'a fait beaucoup penser, en fait, donc j'ai soutenu par la suite ma thèse à la suite de ces publications, un petit peu ce qu'on fait pendant la soutenance de thèse, donc quand on va justifier, on va défendre en fait nos idées, et ça, c'est vraiment un apprentissage que j'avais, je pense, pas eu avant en fait ces expériences de publication et de soumission en fait d'abord. Puis de mon côté, je veux dire que les 2 papiers, je les ai écrits avec, ma directrice de thèse, ce qui m'a beaucoup aidé à, euh, avoir un exemple, puis Mm. voir le fil, puis comment est-ce qu'on pouvait se permettre d'argumenter les idées. De notre côté, un apprentissage que j'ai fait, ça a été beaucoup au niveau de la posture, parce que autant il va y avoir des éléments qu'on va essayer d'être un petit peu moins arrogant sur la manière de le formuler. Là, je me souviens qu'il y avait certains énoncés dans les articles où là, on était très punché, puis très, c'est ça, limite arrogant par rapport à Mm. la littérature scientifique, puis de voir ces commentaires-là pour venir se redéposer puis être plus dans le dialogue avec les auteurs qui nous précèdent là, en lien avec nos sujets, mais aussi dans l'idée de comprendre le point de vue de l'évaluateur. Tu sais, on veut que l'évaluateur lise notre article en pensant au potentiel des idées, mais c'est un peu la même posture qu'on peut adopter quand on regarde les commentaires qu'on reçoit de la part des évaluateurs, de voir mais où est-ce que l'évaluateur essaie de nous amener. Puis un peu comme nous, on peut des fois se tromper sur certaines idées dans l'article, mais c'est la même chose pour l'évaluateur. Fait que j'ai vu par mon expérience que dans la réponse des évaluateurs, c'était possible de se montrer en désaccord avec Mm. leurs commentaires, puis surtout de voir comment est-ce que des fois, dans la réponse aux évaluateurs, le document qu'on remet, on peut aller construire une argumentation, puis qui ne sera pas nécessairement incluse dans Mm. l'article en tant que tel, par souci d'espace ou par souci de cohérence, mais de voir que ça se faisait d'avoir, si on veut, vraiment un dialogue parallèle avec les évaluateurs pour venir mieux positionner nos idées, montrer que peut-être c'est appuyé par d'autres auteurs aussi, même si ça semble être, c'est des fois des pans de la littérature que ces évaluateurs-là connaissent moins bien aussi. Donc, de voir comment être en désaccord avec des idées, puis aussi voir comment est-ce que l'article peut évoluer avec le regard extérieur qu'un évaluateur peut nous apporter. Fait c'est un peu ça, de voir aussi comment s'assurer de pas comment se positionner par rapport à le fait que certains commentaires pourraient dénaturer les idées, dénaturer le papier. Donc, s'assurer de tenir son bout sur certaines idées clés, simplement en les amenant un petit peu moins. Puis je trouvais que d'une certaine façon, d'aller au bout de nos idées, ça permet aussi de se détacher du papier par après, puis d'assumer le fait que l'article va suivre son cours, puis nos idées vont aussi continuer à évoluer tout au long de notre carrière. Même maintenant, aujourd'hui, je regarde l'article, puis je trouve que mes idées ont évolué par rapport à ce qui avait été écrit. Je pense que le fait de pousser au bout l'argumentation avec les évaluateurs a même contribué à ce détachement-là de l'article, à dépersonnaliser finalement le propos de ma propre personne là, dans l'article. Tu réagir, Pauline? Je te vois acquiescer. Non mais oui, clairement, non mais c'est sûr que je pense qu'aussi c'est positif cette publication au-delà du côté donc effectivement carrière académique, c'est aussi de sortir en fait l'idée et de pouvoir finalement la laisser à la communauté scientifique, aux lectures que les personnes pourront faire et aussi de pouvoir passer à autre chose, je pense aussi, si on est honnête. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, c'est de me dire que j'avais beaucoup travaillé sur ces 2 articles et que dès que la publication a été faite, j'ai pu passer à autre chose. Alors toujours sur des thématiques qui sont, moi dans mon cas, proche de l'entrepreneuriat des femmes, mais c'est aussi
un bel apprentissage, je trouve, de laisser aussi de lâcher prise sur Mmh. ses idées, sur ses papiers. Ça veut pas dire qu'ils sont oubliés, on en reparle, on peut les représenter, mais ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui a un bel apprentissage et qui change encore une fois du cadre monographique. On a cette soutenance qui là nous arrête quelque chose, et là finalement cette publication, bah, on a quelque chose, mais c'est pas aussi, c'est différent, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et important d'avoir ce lâcher prise et de savoir ce cheminement en fait. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que les papiers appartiennent aux autres une fois qu'on les a écrits, hein. Alors toutes les 2, vous avez vécu des expériences un peu distinctes, hein. Toi, Pauline, tu as publié 2 papiers dans le même numéro, thématique, donc suite à un appel. Puis toi, Geneviève, tu as publié 2 papiers séparément, dans un processus de numéro qu'on va dire régulier. Alors, bah, Pauline, peut-être que tu peux nous parler de ce que tu as appris via ce processus singulier quand même des numéros thématiques? Oui. Alors, bah, concrètement, donc c'est vrai que moi je voyais passer de temps en temps des numéros spéciaux hein, de différentes revues. Celui de la REPME, je l'ai vu passer sur LinkedIn, tout simplement, hein, qui est un réseau hyper important pour voir passer donc pas mal d'actualités scientifiques. Et dans mon cas, ma thématique de recherche fitait parfaitement avec donc le numéro spécial. Je sais que parfois ça peut être un peu complexe quand on essaye de fitter dans un numéro qui est pas nécessairement notre thématique de prédilection. Moi, c'était pas mon cas, c'était vraiment extrêmement important pour moi d'avoir quelque chose dans ce numéro spécial, parce que ça fitait comme je pense ça ne fitera peut-être plus jamais, mais c'était vraiment intéressant. Et très rapidement, donc j'ai vu une opportunité qui était celle de participer aux journées Georges Doriot, qui était associée. En fait, il y avait donc un track spécifique donc sur le financement de l'entrepreneuriat au féminin aux journées Georges Doriot. Donc j'ai participé aux journées Georges Doriot qui se passaient à l'époque à Montréal, à l'UQAM. Et j'ai eu l'occasion donc de me présenter 2 papiers, puisque bah, ma thèse étant monographique, j'avais plusieurs idées que j'avais développées sur la même thématique. Et ce qui m'a beaucoup importé, au-delà d'abord du numéro spécial, c'est déjà de pouvoir discuter avec donc notamment José Saint-Pierre, qui est la rédactrice en chef de la RPME, et d'autres personnes aux Journées Georges Doriot, pour avoir donc leur retour sur les papiers et aussi leur retour sur le fit que ces papiers avaient avec la revue et avec le numéro spécial. Et par exemple, pour tout vous dire, moi, naïvement, j'étais persuadée que je ne pourrais qu'envoyer l'un ou l'autre de ces 2 papiers. Et en discutant avec plusieurs personnes, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu n'envoies pas les 2, quitte à ce que potentiellement l'un ou l'autre, pendant le processus, voilà, ne termine pas les choses. Et les 2 ont finalement été publiés. Donc, sans avoir eu les conseils que j'ai pu, voilà, avoir sur les journées Georges Doriot, peut-être que je n'aurais envoyé qu'un des 2. Et ce que je perçois comme intérêt ou comme spécificité sur le numéro spécial, bah, c'est la rapidité, je dirais d'abord. Hein, ça, c'est sûr que quand on est doctorant, on a quand même une pression à la publication qui est importante. Alors évidemment, on voit le calendrier, on voit quand le numéro va être publié. C'est quelque chose qui est important sur le recrutement. Aussi, moi, ça m'a rassurée de me dire que ce numéro spécial portait sur une thématique importante pour la revue, et donc de ne pas envoyer quelque chose avec me dire bah finalement c'est une thématique qui les intéresse pas. Ça, je dirais que j'avais déjà checké un petit peu, coché la case du l'intérêt est là. Après, évidemment, la qualité du papier, la publication, c'est autre chose, mais il y avait ça. Euh, et je dirais que d'avoir aussi des noms, voilà, quand on a un numéro spécial, on a des noms qui sont apposés. Et moi, j'avais notamment José Saint-Pierre, je pense à Nazik Fadil et d'autres personnes qui étaient des personnes que je citais dans ma thèse monographique. Et pour moi, c'était extrêmement important et intéressant d'avoir leur retour et de me dire en fait que si elles validaient cette idée et que ce numéro spécial, voilà, était utile pour ma thèse, et ben ça me permettait aussi moi d'avoir quelque chose qui était une première contribution importante. Donc moi, voilà, ça serait vraiment le côté rapide et important pour, je pense, les doctorants qui savent pas nécessairement comment trop se placer parfois. Et quand ça fit parfaitement, là, c'est vrai que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Moi, ça a été, voilà, je pouvais pas rêver mieux sur le fit, en tout cas, de la thématique. Et toi, de ton côté, Geneviève, alors? Ouais, de mon côté, ben, à l'inverse, j'ai plutôt profité de la durée que ça l'aurait pris au niveau d'un numéro régulier, parce que c'était à une époque où j'avais besoin d'une certaine flexibilité. Ceci étant dit, ça reste que le processus à la Revue internationale PME est quand même assez, ça avance rondement. Là. Je peux pas dire que, contrairement à d'autres revues, il y a des longueurs dans les retours des évaluations. Au contraire, là où moi, ça a fait une différence, c'est qu'à un certain moment, je me souviens plus c'était pour lequel des 2 articles, mais j'avais des contraintes familiales, un enfant qui rentre à la garderie, ou du moins j'allais accoucher, ou peu importe. Puis j'ai demandé des délais supplémentaires à José Saint-Pierre, justement.
Puis à chaque fois, ça a été accordé. Fait que finalement, le fait de ne pas s'insérer dans un numéro spécial dont la date de parution était déjà déterminée, ça m'a permis d'avoir une certaine flexibilité dans la publication, finalement, dans le cheminement de l'article. Ça reste que c'était pas nécessairement des idées où je sentais qu'il y avait un empressement à ce qu'elles soient diffusées. Là, je comprends que des fois, il y a des thématiques où il y a une grande compétition entre les idées et tout ça. On se positionnait pas à ce niveau-là. Ceci étant dit, pour ce qui est de la pertinence des sujets des articles pour la revue, vraiment qu'on l'avait fait pour ces articles-là, mais maintenant, c'est pratiquement une habitude que j'ai pris de d'abord solliciter l'équipe éditoriale pour dire on serait sur cette thématique-là, voici un abrégé de résumé ou en quelques mots de quoi il est question dans l'article, est-ce que ça pourrait intéresser? C'est pas garanti que ça va cheminer, mais des fois d'avoir ce retour-là, d'abord cet intérêt-là manifesté par l'équipe éditoriale, ça vient ça vient rendre un peu la légitimité que Pauline expliquait avoir là, du fait que ça s'inscrivait très spécifiquement dans le cadre d'un numéro spécial. Fait que c'est un autre moyen alternatif là, d'aller chercher ce côté rassurant-là dans la démarche, là, que ça peut être euh, énervant là, du fait de lancer un papier à l'eau, savoir qu'il y aurait d'autres revues où ça pourrait être envoyé, mais en même temps, on veut pas que ça s'éternise comme processus, là, surtout en début de carrière, où là, on a une certaine pression là, à venir rapidement avoir nos premières publications. Merci. Alors finalement, si vous aviez un mot-clé à retenir pour définir un peu votre première expérience vos deux premières expériences de publication, enfin vos deux fois deux, vos premières expériences de publication, ce serait quel mot-clé, Geneviève? Ben oui, mais moi, ça se situe beaucoup au niveau de l'humilité puis de la posture à avoir pendant le processus de publication. Probablement que dans le monde académique, on est tous des bibites un peu perfectionnistes. Ça peut être difficile de lâcher prise puis avoir l'impression que, de un, faut que le papier soit vraiment à son maximum. Puis on y donne tout quand on veut le soumettre. Mais après ça, d'avoir le retour des évaluateurs, c'est nécessairement un processus qui peut devenir rapidement émotif et confrontant nécessairement. Fait que l'espèce d'attitude avec laquelle ne serait-ce qu'ouvrir le courriel de réponse, laisser reposer le courriel de réponse quelque temps avant de s'y pencher plus spécifiquement. Donc, d'une part, ce côté-là sur l'attitude à adopter, mais aussi sur comment intégrer de façon un peu plus je dirais amicale, plus subtilement la conversation savante dans laquelle on s'inscrit, pour être sûr que ça contribue d'une certaine façon. Puis, d'autre part, d'être vraiment assez clair et net sur la contribution qu'on veut apporter. Donc, comment est-ce que ça s'inscrit dans la continuité d'une conversation existante et de vraiment bien l'assumer pour ces aspects novateurs, là. Sans tomber dans l'arrogance, là, comme mentionné plus tôt. Merci Geneviève. Puis Pauline, de ton côté, quel mot tu... Alors déjà sur l'humilité, je partage ce qui a été dit par Geneviève. C'est sûr que c'est un processus qui est long et qui est plein d'humilité, notamment sur ces fameuses périodes de retour d'évaluateurs qui sont pas toujours simples à gérer. De mon côté, je pense aussi à la légitimité. Dans la mesure où, alors je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais quand on est dans une thèse monographique, en tout cas ça a été mon expérience, on met un petit peu dans sa bulle, surtout à la fin. On écrit voilà sa thèse, on peut se sentir un peu seul, on peut être seul. En tout cas moi j'avais pas nécessairement un écosystème avec beaucoup de co-auteurs, donc la publication ça a été aussi un moyen au-delà de pouvoir évidemment avoir un CV qui se remplit, ce qui est vraiment un point important, c'est aussi de pouvoir légitimer que ce que je faisais avait du sens pour la communauté scientifique. Et ça allait au-delà des conférences scientifiques que j'ai pu faire, qui évidemment déjà permettent de valoriser qu'on a des discussions qui peuvent intéresser des gens, qu'on peut rencontrer des personnes. Mais là, c'est vrai que la publication, ça donne une légitimité de se dire, ça a eu un intérêt auprès de plusieurs personnes qui ont validé qu'on avait quelque chose qui avait une validité scientifique et qui contribuait au champ, donc moi de l'entrepreneuriat féminin. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai eu en plus la chance dans un timing j'ai soutenu en novembre, j'ai eu les acceptations, c'était je crois en mai, donc pendant ma période d'écriture, les derniers mois. Donc ça m'a vraiment mis un coup de boost sur la fin de savoir déjà que j'avais ces 2 publications qui étaient pour mon CV, mais aussi de me dire ok, ce que je fais là doit avoir du sens. Et c'était vraiment une belle expérience là-dessus et ce qui me permet de pouvoir, ce qui m'a
me reconnaître en tout cas plus comme chercheuse. Pour moi, c'était un petit peu, j'avais du mal avant à me considérer comme telle. Et là, j'ai l'impression d'avoir passé quelque chose, alors qui est avec moi-même, en réalité, mais de légitimité pour me considérer comme chercheuse plus que j'étais avant, qui était seulement doctorante. Ça l'aide à se montrer fier, finalement, là. C'est un peu ce qui nous aide à faire rayonner notre dur labeur, là, ce qui Ouais, est tout à cruel fait. parce qu'on parle d'une vingtaine de pages pour des fois des années, des centaines d'heures de travail. Mais finalement, ça reste, je pense, pour nous le meilleur moyen pour montrer ce qu'on a fait puis pouvoir en être fier après. Là. C'est un peu l'artefact qui reste, qui persiste là, pour montrer tout ce travail-là. Oui, tout à fait. Ce qui persiste plus que, voilà, c'est vrai que c'est plus simple, je trouve, à partager quand on veut valoriser ce qu'on fait autour de nous que, voilà, notre gros pavé de thèse monographique qui va être complexe et quand même pas nécessairement très alléchant à lire, alors que sur des papiers scientifiques, surtout de la RIPME, je trouve que ça permet d'avoir quelque chose qui est relativement simple à lire et en même temps qui permet de mettre très vite en lumière les gaps scientifiques et l'intérêt des papiers en entrepreneuriat, en ressources humaines. C'est vraiment quelque chose qui m'a été voilà, c'est vraiment le mot-clé à retenir, c'était la légitimité là-dessus, en tout cas pour moi. Excellent. Pauline et puis Geneviève, merci beaucoup d'avoir accepté cette première participation au podcast ou vidéo sur YouTube en fonction du média sur lequel vous nous écoutez ou nous regardez. Donc, si vous voulez rejoindre les papiers de Geneviève et Pauline et que vous nous écoutez, là, vous avez juste à taper erudite.org. Et là, vous allez avoir accès aux papiers de la RIPME. La dernière année est sous embargo, mais les papiers publiés par Pauline et Geneviève ne sont pas sous embargo. Donc, en reprenant leur nom, vous les trouverez facilement et puis vous pourrez fréquenter la revue également. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous les verrez apparaître à la fin du vidéo. Merci de votre participation. Donc, cette première édition était dédiée un peu à brasser largement le processus. On va se retrouver dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos YouTube là sur des points plus particuliers. Vous les découvrirez à mesure qu'on avance dans ces petits balados. Pauline et Geneviève, gros merci à vous. C'était les vacances. Merci d'avoir participé. Merci. Merci.